René Guénon, Le symbolisme de la croix. Chapitre 30. Dernière remarque sur le symbolisme spatial. Dans tout ce qui précède, nous n'avons pas cherché à établir une distinction nette entre les significations respectives des deux termes espace et étendue. Et dans bien des cas, nous les avons même employés à peu près indifféremment l'un pour l'autre. Cette distinction, comme celle du temps et de la durée, peut être d'un grand usage pour certaines subtilités philosophiques. Elle peut même avoir quelques valeurs réelles au point de vue cosmologique, mais assurément, la métaphysique pure n'en a que faire. Petite note. Tandis que l'étude est habituellement considérée comme une particularisation de l'espace, le rapport du temps et de la durée est parfois envisagé dans un sens opposé. Selon certaines conceptions, en effet, et notamment celle des philosophes scolastiques, le temps n'est qu'un mode particulier de la durée. Mais ceci, qui est d'ailleurs parfaitement acceptable, se rattache à des considérations qui sont étrangères à notre sujet. Tout ce que nous pouvons dire à cet égard, c'est que le terme durée est pris alors pour désigner généralement tout mode de succession, c'est-à-dire en somme toute condition qui, dans d'autres états d'existence, peut correspondre analogiquement à ce qu'est dans le temps, dans l'état humain. Mais l'emploi de ce terme risque peut-être de donner lieu à certaines confusions. Fin de la note. D'ailleurs, d'une façon générale, nous préférons nous abstenir de toutes les complications de langage qui ne seraient pas strictement nécessaires à la clarté et à la précision de notre exposé. Et suivant une déclaration qui n'est pas de nous, mais que nous pouvons entièrement faire nôtre, nous répugnons à charger la métaphysique d'une nouvelle terminologie, nous rappelant que les terminologies sont des sujets de discussion, d'erreur et de discrédit. Ceux qui les créent, pour les besoins apparents de leur démonstration, en hérissent incompréhensiblement leur texte et s'y attachent avec tant d'amour que souvent ces terminologies, arides et inutiles, finissent par constituer l'unique nouveauté du système proposé. En dehors de ces raisons générales, s'il nous est arrivé souvent d'appeler espace ce qui, à proprement parler, n'est en réalité qu'une étendue particulière à 3 dimensions, c'est que même dans le plus haut degré d'universalisation du symbole spatial que nous avons étudié, nous n'avons pas dépassé les limites de cette étendue, prise pour donner une figuration, nécessairement imparfaite, comme nous l'avons expliqué de l'être total. Cependant, si l'on voulait s'astreindre à un langage plus rigoureux, on devrait sans doute n'employer le mot « espace » que pour désigner l'ensemble de toutes les étendues particulières. Ainsi, la possibilité spatiale, dont l'actualisation constitue une des conditions spéciales de certaines modalités de manifestation, telles que notre modalité corporelle en particulier, dans le degré d'existence auquel appartient l'état humain, contient, dans son indéfinité, toutes les étendues possibles, dont chacune est elle-même indéfinie à un moindre degré, et qui peuvent différer entre elles par le nombre des dimensions ou par d'autres caractéristiques. Il est d'ailleurs évident que l'étendue dite euclidienne, qui étudie la géométrie ordinaire, n'est qu'un cas particulier de l'étendue à 3 dimensions, puisqu'elle n'en est pas la seule modalité concevable. Petite note. La parfaite cohérence logique des diverses géométries non euclidiennes en est une preuve suffisante. Mais bien entendu, ce n'est pas ici le lieu d'insister sur la signification et la portée de ces géométries, non plus que ce sur celle de l'hypergéométrie ou géométrie à plus de 3 dimensions. Fin de la note. Malgré cela, la possibilité spatiale, même dans toute cette généralité où nous l'envisageons, n'est encore qu'une possibilité déterminée, indéfinie sans doute, et même indéfinie à une puissance multiple, mais néanmoins finie, puisque, comme le montre en particulier la production de la série des nombres à partir de l'unité, l'indéfini procède du fini, ce qui n'est possible qu'à la condition que le fini lui-même contienne en puissance cet indéfini. Et il est bien évident que le plus ne peut pas sortir du moins, ni l'infini du fini. D'ailleurs, s'il en était autrement, la coexistence d'une indéfinité d'autres possibilités qui ne sont pas comprises dans celle-là, et dont chacune est également susceptible d'un développement indéfini, serait impossible. Petite note. Pour s'en tenir à ce qui est connu de tout le monde, la pensée ordinaire elle-même, telle que l'envisagent les psychologues, est en dehors de l'espace et ne peut s'y situer en aucune façon. Fin de la note. Et cette seule considération
à défaut de tout autre, suffirait pleinement à démontrer l'absurdité de cet espace infini dont on a tant abusé. Car ne peut être vraiment infini que ce qui comprend tout, ce hors de quoi il n'y a absolument rien qui puisse le limiter d'une façon quelconque, c'est-à-dire la possibilité totale et universelle. Petite note. Aussi bien d'ailleurs que celle du nombre infini, d'une façon générale, le prétendu infini quantitatif, sous toutes ses formes, n'est et ne peut être purement et simplement que de l'infini. Par là, disparaissent toutes les contradictions inhérentes à ce soi-disant infini, et qui embarrassent si fort les mathématiciens et les philosophes. D'autre part, s'il nous est impossible, comme nous l'avons dit plus haut, d'admettre le point de vue étroit du géocentrisme, habituellement lié à l'anthropomorphisme, nous n'approuvons donc pas davantage cette sorte de lyrisme scientifique, ou plutôt pseudo-scientifique, qui paraît surtout cher à certains astronomes, et où il est sans cesse question de l'espace infini et du temps éternel, qui sont, nous le répétons, de pures absurdités, puisque précisément ne peut être infini et éternel que ce qui est indépendant de l'espace et du temps. Ce n'est encore là au fond qu'une des nombreuses tentatives de l'esprit moderne pour limiter la possibilité universelle, à la mesure de ses propres capacités, qui ne dépasse guère les bornes du monde sensible. Fin de la note. Nous arrêtons là le présent exposé, réservant pour une autre étude le surplus des considérations relatives à la théorie métaphysique des états multiples de l'être, que nous envisagerons alors indépendamment du symbolisme géométrique auquel elle donne lieu. Pour rester dans les limites que nous entendons nous imposer pour le moment, nous ajouterons simplement ceci, qui nous servira de conclusion. C'est par la conscience de l'identité de l'être, permanente à travers toutes les modifications indéfiniment multiples de l'existence unique, que se manifeste au centre même de notre état humain, aussi bien que de tous les autres états, cet élément transcendant et informel, donc non incarné et non individualisé, qui est appelé le rayon céleste. Et c'est cette conscience, supérieure par là même à toute faculté de l'ordre formel, donc essentiellement supra-rationnelle, et impliquant l'assentiment de la loi d'harmonie qui relie et unit toutes choses dans l'univers, c'est, disons-nous, cette conscience qui, pour notre être individuel, mais indépendamment de lui et des conditions auxquelles il est soumis, constitue véritablement la sensation de l'éternité. Petite note, il va de soi que le mot « sensation » n'est pas pris ici dans son sens propre, mais qu'il doit être entendu par transposition analogique d'une faculté intuitive qui saisit immédiatement son objet, comme la sensation le fait dans son ordre. Mais il y a là toute la différence qui sépare l'intuition intellectuelle de l'intuition sensible, le supra-rationnel de l'infra-rationnel.